Le plus vieux des deux frères a posé la main sur le métal rouillé et a senti la vibration. Pas un bruit, une vibration. Quelque chose de creux, quelque chose d'enfermé, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Il s'est redressé, a essuyé la crasse de ses doigts et a regardé son frère. Le chantier naval sentait le vieux carburant et la vase. Autour d'eux, les carcasses d'acier s'empilaient comme les os de bêtes oubliées. C'était une casse. Le dernier endroit où quiconque s'attendrait à trouver un trésor. Les deux frères s'appelaient Marcus et Julian. Marcus, l'aîné, était le prudent, celui qui lisait les contrats 3 fois. Julian était l'opportuniste, celui qui voyait des prospects là où les autres ne voyaient que de la ferraille. Ensemble, ils avaient monté une petite entreprise de récupération navale, achetant des épaves et des coques abandonnées pour en revendre les pièces. Ce n'était pas glorieux, c'était un travail sale, humide, dangereux, avec des marges minces et des nuits longues. Mais cela les faisait vivre, et ils bossaient ensemble, ce qui comptait plus que l'argent. L'affaire du jour était une coque de la Seconde Guerre mondiale, un ancien cargo qui avait fini sa vie comme ponton, puis comme dépotoir flottant dans un canal oublié de la côte Est. Le vendeur, un ferrailleur au sourire édenté, leur avait proposé le lot pour une bouchée de pain. C'était le dernier lot du site. Personne n'en voulait. La coque était trop rouillée, trop pourrie, trop dangereuse à découper. Mais Marcus avait inspecté les membrures et avait pensé que l'acier, malgré la corrosion de surface, tenait encore. Julian, lui, avait déjà calculé le poids et le prix de revente. Ils avaient signé le chèque sur un coin de table graisseuse dans le bureau du chantier. Le montant était de 4200 $. Une misère. Mais pour eux, c'était le risque qu'ils pouvaient prendre. Ils ont amené la coque dans leur chantier à eux, un petit bassin de radoub qu'ils louaient à perte la moitié de l'année. Le plan était simple. Découper la coque en sections transportables, trier l'acier, le revendre à un aciériste local. Marcus avait apporté son meilleur chalumeau. Julian avait préparé la grue. Le premier jour, ils ont attaqué le pont principal. La tôle était épaisse. Le chalumeau crachait des gerbes d'étincelles qui dansaient dans l'air humide. Ils ont découpé une première plaque, puis une deuxième. Rien d'inhabituel. Puis Marcus a frappé le pont avec sa masse pour tester une soudure, et le bruit a changé. Le métal a sonné comme une cloche fêlée. Pas le bruit sourd et mat d'une plaque posée sur des membrures. Un son plus creux, plus large. Il a frappé encore, déplaçant la masse le long d'une ligne invisible. Le son changeait par endroits. Il y avait des cavités sous le pont. Des espaces vides qui n'apparaissaient pas sur les plans de construction qu'ils avaient réussi à dénicher aux archives. Les frères se sont regardés. Julian a haussé les épaules et a dit que c'était probablement une cloison mal dessinée, un compartiment de ballast bouché. Mais Marcus n'y croyait pas. Il avait passé trop d'heures dans des coques de navires pour ne pas reconnaître une anomalie. Il a sorti une perceuse et a foré un trou d'essai dans la tôle du pont, juste à côté de la soudure suspecte. La mèche a traversé l'acier, puis a rencontré du vide. Il a retiré la mèche et a collé une lampe torche dans le trou. La lumière a révélé un espace confiné, un compartiment secret d'environ 1 mètre de haut sur 2 de large, ménagé entre le pont et la cale. Et dans cet espace, quelque chose brillait. Marcus a appelé Julian. Ils ont élargi le trou à la scie sauteuse, découpant un panneau d'accès assez grand pour qu'un homme passe. L'air qui s'est échappé de la cavité était sec et chimique, un mélange de vieille tôle et de plastique. Pas l'odeur de moisi de l'eau qui stagne, l'odeur d'un endroit qui était resté scellé pendant des décennies. Cita mi script. Et les gars, petite pause. Si vous aimez les histoires de trésors cachés et de découvertes qui changent une vie, vous savez quoi faire. Cliquez sur ce bouton d'abonnement, activez la cloche de notification et laissez un commentaire avec le pays ou la ville d'où vous regardez. Parce que ce que ces frères ont trouvé dans cette cavité, vous n'allez pas le croire. Allez, on continue. Julian est passé le premier. Il s'est glissé dans l'ouverture, torche en main, et a atterri sur une surface dure. Il a balayé la lumière autour de lui, et son souffle s'est bloqué dans sa gorge. La cavité était remplie de caisses en bois, empilées soigneusement, chacune marquée de stencils militaires délavés. Il a fait glisser le couvercle de la caisse la plus proche. À l'intérieur, des lingots métalliques enveloppés dans du papier huilé. Il en a soulevé un. C'était lourd, très lourd. La lumière de la torche a accroché un éclat jaune, un reflet profond et dense. De l'or. Marcus a refusé d'y croire. Il est descendu à son tour, a inspecté les caisses, a compté. Il y en avait 12,
de bonne taille, chacune pesant probablement 40 kilos. Si c'était de l'or, cela représentait une fortune qui changerait leur vie, celle de leur famille, celle de leur entreprise. Mais quelque chose dans la tête de Marcus a tiré un signal d'alarme. C'était trop propre, trop organisé. Ce n'était pas un trésor de pirate oublié. C'était une cargaison militaire, soigneusement dissimulée, scellée dans une cavité construite sur mesure dans un cargo de la Seconde Guerre mondiale. Cela sentait l'opération officielle, le secret d'État, le trafic organisé, pas un coup de chance. Ils sont remontés sur le pont. L'air extérieur leur a semblé froid après la chaleur étouffante de la cavité. Ils se sont assis sur une caisse à outils, face à face. Julian voyait déjà la maison de vacances, les nouveaux camions, la fin des nuits blanches. Marcus voyait des complications, des héritiers potentiels, des réclamations gouvernementales, des enquêtes, des avocats, des impôts. Il a posé sa main sur l'épaule de son frère et lui a dit de réfléchir. L'or ne disparaîtrait pas. Mais s'il le sortait sans comprendre son origine, il risquait de perdre bien plus que ce qu'il gagnerait. Julian a serré les mâchoires. Pour lui, c'était simple. Ils avaient acheté la coque. La loi de l'épave leur donnait le contenu. Mais Marcus a secoué la tête. La loi de l'épave, c'était pour les naufrages et les cargaisons abandonnées. Un compartiment secret construit à bord d'un navire de guerre, avec de l'or militaire estampillé, c'était une autre affaire. C'était une affaire criminelle, ou un trésor de guerre, ou les deux. Ils ont décidé de ne pas toucher à l'or avant d'avoir compris. Marcus a passé la semaine suivante à fouiller les archives, à appeler des historiens, à gratter des sources obscures. Il a trouvé des fragments. Le cargo avait été construit en 1942, avait servi dans l'Atlantique Nord et avait été officiellement désarmé en 1946. Mais les registres de sa cargaison de retour, celle qui aurait dû exister à la fin de la guerre, étaient manquants. Pages déchirées, dossiers effacés, une absence qui ressemblait à un mensonge. Puis il a trouvé une mention, dans les notes d'un officier de la marine marchande à la retraite, d'une opération secrète de la fin de la guerre, le transfert de biens de l'or nazi récupérés par les Alliés, destinés à être restitués ou utilisés comme fonds de reconstruction. Une partie de cette cargaison n'était jamais arrivée à destination. Le navire avait été vendu à un ferrailleur avant que l'inventaire soit clos. L'or avait simplement disparu des livres. La découverte a déplacé quelque chose dans l'esprit de Marcus. Ce n'était pas un oubli, c'était un vol. Quelqu'un à bord, probablement un officier, avait dissimulé la cargaison dans un compartiment secret, avait falsifié les documents et avait compté sur le chantier de démolition pour détruire les preuves. Mais le navire n'avait jamais été démantelé. Il avait été vendu comme ponton, puis oublié. L'or était resté dans sa cachette, attendant, pendant 70 ans, que quelqu'un frappe au bon endroit. Ils ont contacté les autorités, pas les médias, pas les chasseurs de trésors. Le bureau du commandement de l'histoire et du patrimoine naval, la bonne administration, celle qui s'occupait des affaires d'épaves et de biens historiques. Un agent est venu, un homme gris en costume gris, qui a inspecté la cavité, compté les caisses, pris des photos, et est reparti sans dire un mot. Pendant 2 semaines, plus rien. Les frères ont continué à travailler, à découper de l'acier, à gagner leur vie à la sueur de leur front. Julian était amer. Il voyait leur fortune s'éloigner. Marcus tenait bon. Il avait fait le bon choix, il en était sûr, mais le doute rongeait. Puis une lettre est arrivée. Officielle, tamponnée, épaisse de plusieurs pages. L'enquête avait conclu que l'or était bien une cargaison de la Seconde Guerre mondiale, non réclamée, et que les frères, en tant que propriétaires légitimes de la coque au moment de la découverte, en étaient les héritiers légaux. L'État prélevait une taxe sur les découvertes. Le reste leur revenait. Le montant total, après taxes et frais d'expertise, s'élevait à 7 200 000 $. Julian a pleuré. Marcus est resté silencieux longtemps, puis a serré la lettre dans ses mains et a regardé la coque rouillée qui flottait encore dans leur bassin. La salle des machines, la partie la plus sale du navire, cachait le secret le plus propre. Ils ont partagé l'argent à parts égales. Julian a acheté un terrain, une maison et un bateau de pêche qu'il avait toujours voulu. Marcus a investi dans l'entreprise, a acheté un nouveau chantier, un vrai, avec des quais et un hangar, et a embauché 3 mécaniciens. L'entreprise a grossi. Ils ont continué à travailler ensemble, mais différemment. Julian était devenu plus prudent, plus réfléchi. Marcus, lui, avait gagné une confiance nouvelle, la certitude que faire ce qui est juste
même quand c'est dur, finit toujours par payer. Le vrai trésor, pour Marcus, n'était pas les 7 millions. C'était le moment, dans la lumière chimique de la cavité, où il avait choisi la prudence contre la cupidité. Il avait senti le poids de l'histoire dans ses mains, et il avait compris que certaines découvertes ne sont pas destinées à être gardées. Elles sont destinées à être rendues, ou partagées, ou respectées. L'or n'était que du métal. La leçon, elle, était sans prix. Alors, si vous tombez un jour sur quelque chose d'extraordinaire dans un endroit ordinaire, rappelez-vous de l'histoire de Marcus et Julian. Prenez une seconde, réfléchissez, parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous trouvez. C'est ce que vous décidez d'en faire. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer, activez la cloche et dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à chercher la vérité dans des endroits inattendus.